Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, nous parlons de la persévérance scolaire avec Anne-Marie Picard, directrice générale du Comité régional pour la valorisation de l'éducation. On va également en profiter pour souligner les 20 ans de l'organisme. Restez avec nous, car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. Merci d'être avec nous. Depuis 20 ans, le CREVAL, Comité régional pour la valorisation de l'éducation, prône et plaide pour que nous tous encouragions fortement la persévérance scolaire. Pour en discuter avec nous, nous recevons la directrice générale de l'organisme, Mme Anne-Marie Picard. Bonsoir, Anne-Marie. Bonsoir, Gilles. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Merci de l'invitation. Et l'invitation, évidemment, nous sommes en plein dans la semaine des journées de la persévérance scolaire. Ça se termine demain, je crois. Oui. Il y a eu beaucoup d'activités? Ah oui, des activités partout dans la région. Cette année, c'est notre année record, la 20e. C'est une 20e cette année. On va parler un peu. C'est la 16e édition des Journées de la persévérance scolaire, mais les 20 ans du CREVAL. Et c'est une année record. Il y a eu des activités toute la semaine dans les écoles, dans les organismes. Il y a eu des aides d'honneur où les gens ont invité les parents, la communauté, les pompiers. Dans les collèges aussi, on a eu des activités. Il y a eu des galas de la persévérance scolaire. D'ailleurs, ce mercredi, il y en a eu un pour la MRC des Moulins. Donc, 15 jeunes ambassadeurs et ambassadrices de la persévérance scolaire ont été célébrés. On a eu aussi un cocktail à l'Assemblée nationale mardi avec l'ensemble des députés du Québec. Donc, la créativité des maires, les villes, les municipalités, les conseillers, maires et mairesses, et conseillères, ils vont dans les écoles, ils offrent des chocolats chauds à l'arrêt d'autobus. Ils sont pleins d'inventivité, de créativité. C'est très beau à voir. Parce que la persévérance scolaire, on s'entend, c'est l'affaire de tous et de toutes. Oui. Dites-moi, je le sais, on parle, c'est le CREVAL, 20 ans, mais je pense que c'est une année spéciale pour vous. Oui. Également, oui. Je pense que vous êtes là depuis les tout débuts de l'organisme. Oui, je fais partie de la première équipe du CREVAL. J'ai commencé aux communications. Comment l'organisme a commencé? Pourquoi? Qui a eu l'idée? Bien, c'est Développement social Lanaudière, l'ancien TAP des partenaires du développement social de Lanaudière, qui avait organisé un événement où on montrait pour la première fois les taux de décrochage scolaire par municipalité dans Lanaudière. On se rappelle, à cette époque-là, il y avait plusieurs municipalités où il n'y avait même pas 50 des garçons qui diplômaient après 7 ans. Donc, on en parlait beaucoup. C'est une période assez sombre, même pour les garçons. Oui, on a commencé vraiment à parler de ça. Puis le constat, là, c'était plus des chiffres québécois ou Lanaudière, c'était des chiffres par municipalité. Fait que tu pouvais quasiment identifier les jeunes qui souffraient à l'école ou qui n'arrivaient pas à se diplômer. Ça a donc causé une onde de choc et la région, donc tu sais, il y avait des gens du communautaire, des gens des villes et municipalités, de la santé publique, du scolaire. La région a dit, l'école ne peut y arriver seule. On a besoin d'un organisme qui va nous aider à travailler ensemble autour de la réussite éducative. Mettre les gens en commun aussi? Oui, mettre les gens en commun. Et c'est d'ailleurs notre mission qui a été renouvelée, c'était plus de l'esthétique que le fond, il y a quelques années, en 2019. Donc, notre mission, c'est vraiment ça, c'est de favoriser la concertation entre les acteurs de Lanaudière autour de la réussite éducative. Ça a commencé tout de même fort avec un gros projet, une année par la suite. Osez Jeunes, pouvez-vous nous en parler? Oui, Osez Jeunes, c'est vraiment un produit phare du CREVAL. C'est vraiment, ça fait beaucoup parler de Lanaudière. Ça a déjà été cité dans un programme du ministère de l'Éducation. Et ça a débuté un peu ici dans les Moulins. Parce qu'avant que le CREVAL naisse, entre le gros événement de 2001 et son incorporation en 2003 et le début de ses activités en 2004,
il y a quand même eu des tables locales qui se sont organisées. Et dans les moulins, la table locale avait créé un programme qui s'appelle « Quand j'embauche, je m'engage ». Donc, c'est un moyen de sensibiliser les entreprises, les employeurs, que s'ils embauchaient des étudiants, ils devaient s'engager à ce que leur réussite scolaire, dans le temps, on parlait de réussite scolaire, donc que leur réussite scolaire soit la priorité pour le jeune. Et ce programme-là était fort intéressant, avait des très belles retombées, mais c'est des bénévoles qui sont aux tables, là. Donc, c'était difficile à développer puis à maintenir parce qu'il fallait aussi que, des fois, il y avait des employeurs que les pratiques n'étaient pas nécessairement favorables à la réussite. Donc, parce qu'en réalité, un employeur devait donc penser en fonction de la réussite scolaire. Oui. Du jeune qui l'embauchait, là. Et ça, c'est pas évident dans les horaires. C'est ça, c'était pas évident. Donc, on a demandé que ça soit régionalisé. Et c'est à ce moment-là que le CREVAL, puis au début, on travaillait toujours comme ça, avec des comités de travail. Donc, il y avait des gens du programme initial, mais il y avait des gens des autres MRC de la région. Puis, en comité de travail, à peu près d'une quinzaine, on a créé ce programme-là, qui a évolué au fil des années, j'en conviens, mais dont l'objectif principal est vraiment d'une part, sensibiliser les employeurs, mais après ça, de les mobiliser dans des pratiques qui sont gagnantes pour la réussite éducative. Et pourquoi faire ça? Puis pourquoi demander aux employeurs? Bien, ce sont des adultes significatifs pour nos jeunes plus âgés, mais aussi, ils vont avoir besoin, ils ont besoin d'un bassin de main-d'œuvre qualifié, et encore plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Là. Et définitivement, oui. Puis on le voit là, avec l'automatisation, l'intelligence artificielle, tous les métiers qui demandent peu de compétences sont appelés à disparaître. Puis on a besoin de gens dans les entreprises qui peuvent innover, qui peuvent suivre les progressions des entreprises. Là, Bridgestone a fait une allocution à la Chambre de commerce du Grand Joliette au début de la semaine, parler de son usine aussi, comment ça se transforme dans l'usine. Donc, c'est chez nous, ça aussi, là, de l'automatisation, l'intelligence artificielle. Donc, on a besoin, on peut pas se permettre de perdre un jeune, là. Alors, Oser jeunes, quels sont les grands principes? Là, donc, c'est une grande implication de l'employeur. Et jusqu'à où ça va, son implication pour la réussite du jeune? Ce qui est quand même assez paradoxal, vous direz, c'est que c'est pas tant de grands bouleversements, de grands sacrifices. Il faut commencer par valoriser l'éducation. Donc, parlant en bien de l'éducation, quand le climat le permet, d'embaucher des gens qui ont au moins un diplôme d'études secondaires, sinon de favoriser le retour aux études ou d'une formation à temps partiel pour compléter ça. Respecter aussi le nombre d'heures. On ne veut pas que les employeurs fassent travailler les jeunes plus de 20 heures par semaine. Parce que selon la recherche, au-delà de 20 heures, il y a des risques de fatigue, de démotivation scolaire, d'absence scolaire et tout ça. Donc, les dangers du décrochage surviennent un peu après. Là. Oui, c'est ça. On va en parler un peu en deuxième temps. Il y a plus de risques de décrochage après 20 heures de travail par semaine et aussi d'offrir un horaire flexible en période d'examen. Et nous, aux jeunes, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on les accompagne, les entrepreneurs, pour adopter ces pratiques-là. On a des outils soit qu'on a créés ou soit qui sont inspirés d'autres employeurs qui les ont créés, justement, pour les changements d'horaire, la gestion. On fait aussi beaucoup de transferts de connaissances. Lors du dernier rendez-vous aux jeunes où on avait réuni les employeurs certifiés, on a eu une conférence sur la nouvelle génération qui gagnait le marché du travail. Donc, comment on les gère, comment on travaille avec. Fait on va autant les accompagner dans l'adoption de pratiques favorables à la réussite éducative que dans la gestion de leurs ressources humaines étudiantes. Vous avez parlé d'entrepreneurs certifiés. Oui. Il y en a beaucoup. Il y en a des importants, là, de grandes marques qui sont embarquées à fond de train dans le projet. Oui, parce que souvent, c'est que la personne qu'on va convaincre, à qui on va parler, va y croire. On a souvent des histoires personnelles vécues par les employeurs ou des gens de leur entourage en lien avec la réussite éducative de leurs enfants ou de jeunes qu'ils connaissent, ou des gens pour qui l'école a été vraiment importante puis qui les a aidés à être où ils sont aujourd'hui. Donc, effectivement, aussi pour la marque employeur,
de faire attention à la réussite des enfants de tes clients, de tes employés qui sont parents. C'est favorable. Puis comme je vous le disais tout à l'heure, il y a le bassin de main-d'œuvre qualifié qui est important, mais aussi un adulte qui n'est pas diplômé, là, qui n'a pas eu minimalement son diplôme d'études secondaires. Si tu investis sur cet employé-là en formation continue, ton investissement, il rapporte moins. Parce qu'il n'apprend pas aussi bien et aussi vite que quelqu'un qui est diplômé, qui n'a pas de difficulté de lecture, qui n'a pas de difficulté à compter, qui n'a pas de difficulté à innover, tout ça. Donc, il faut insister pendant l'éducation pour au moins procurer toutes les chances de diplomation. Osez Jeunes, pouvez-vous nous dire ça touche combien d'élèves ou d'étudiants? Parce que là, c'est énorme. Là. Ça a pris beaucoup d'ampleur. Là. On était à près de 3 000 la dernière fois que j'ai vu les chiffres là, des gens actuellement certifiés. Au cours des années, dans le fond, c'est plus de 700 entreprises qui ont été accompagnées par le CREVAL ou sensibilisées par le CREVAL dans la région. Actuellement, on est à peu près à 400 lieux d'affaires certifiés. Et c'est 400 lieux d'affaires dans la région parce que c'est exclusivement dans la Naudière. C'est entre 2500 et 3000 jeunes qui bénéficient de bonnes pratiques là, dans les milieux du travail. Et je le sais pour déjà avoir fait un reportage où il y a un contrat qui se signe. Là. Il y a un engagement écrit de l'employeur. Il s'engage vraiment pour... Est-ce que ça a été difficile au début? Pas tant que ça. On a parti ça, là, on a vraiment fait un coup d'envoi dans chacune des MRC de la région. Puis on avait déjà entre 5 et 10 employeurs de certifiés qui ont été nos ambassadeurs. OK. C'est certain que c'est pas la priorité d'un entrepreneur. Je sais. Ta pompe à bière brise, c'est ça ta priorité. Tu as des gens qui ne rentrent pas, c'est ça ta priorité. Il y a des nouveaux tarifs où il y a Parlez pas de tarifs ici. Où il y a, je ne sais pas moi, des produits qui sont plus disponibles. C'est ça ta priorité. Fait qu'il faut être capable d'aller toucher, d'aller chercher des gens qui y croient. Sinon, bien, c'est de les convaincre. C'est de les convaincre en parlant justement de la marque employeur, de leur bassin de main-d'œuvre, puis aussi d'avoir des étudiants dans son entreprise. C'est une façon de travailler, ça relève. Tu reçois un stagiaire ou tu as un employé qui est étudiant, tu t'informes puis cette personne-là correspond aux valeurs de ton organisation, son savoir-être te satisfait aussi. C'est un futur très bon employé, là. C'est un futur actif. Oui, pour la société. Futur actif. Donc, en s'informant de comment ça va à l'école, dans quoi tu étudies, la personne fait de l'administration, les épiceries ont des gens à l'administration. Donc, c'est de parler des métiers chez toi qui sont en lien avec le domaine d'études des gens pour les intéresser. Des fois, offrir quelques heures. Là, on a eu un témoignage récemment. Justement, ils ont fait quelques heures en jeune, puis ça a confirmé que c'était pas là-dedans qu'ils voulaient s'en aller. Ça aussi, c'est important. Oui. Donc, puis, on a le droit de se tromper ou penser que... Oui. Puis après ça, là, cet élève-là, cet étudiant-là aimait l'informatique et tout ça, donc ils ont fait travailler un projet spécial. Puis on s'entend, là, entre un jeune de 16-17 ans et moi-même, là, il y a beaucoup plus de chances que le jeune de 16-17 ans fasse avancer le projet informatique plus vite et mieux que moi. Oui, je comprends. Donc, il faut aussi être conscient de la richesse qu'il y a chez ces jeunes-là qui étudient dans des domaines spécifiques qu'ils aiment et qui sont à l'affût des nouvelles tendances du marché, vu qu'ils sont en train d'apprendre et qui peuvent aussi nous amener ailleurs et nous faire progresser en tant qu'entreprise. Nous faire évoluer. Oui. On va prendre une petite pause. J'aimerais ça, après, en deuxième partie, qu'on parle des défis et des conséquences d'une réussite. On se retrouve dans quelques secondes. Nous sommes de retour. Vous avez vu nos coordonnées. N'hésitez jamais à nous écrire. Donnez vos commentaires, des questions, peut-être même des sujets à vous présenter. On va très certainement vous lire et en prendre compte.
Anne-Marie, il y a quand même de grands défis. C'est pas simple. On a parlé du décrochage. C'est quoi les grands défis de la persévérance scolaire, là, au niveau du jeune? Au niveau du jeune. On se rappelle, il n'y a pas si longtemps, on a eu une pandémie, il y a eu des fermetures d'écoles à cause des grèves, il y a eu des choses comme ça. L'isolement. On n'a pas fini de récupérer le recul qu'on a pris par rapport à ça. Dans les grands enjeux qu'on voit dans la région présentement, puis dans d'autres régions aussi, avec nos jeunes, il y a des problèmes de santé mentale. Même que là, les derniers chiffres, là, le suicide chez les filles, tendance à la hausse, c'est à surveiller. Donc, il y a certains jeunes qui ne vont pas bien. On parle aussi de violence puis de gestion des émotions, gestion du comportement. Parce que la violence, oui, il y a la violence physique. Il y a beaucoup de violence qui se fait à travers les réseaux sociaux. Ouais. Maintenant, là, on parle pas uniquement des points sur... mais c'est des mots. C'est des mots, puis c'est surtout que c'est 24 heures sur 24. Avant l'arrivée des réseaux sociaux, un jeune ou une jeune qui avait des ennuis à l'école d'intimidation ou de violence, ça finissait quand tu quittais l'école. Maintenant, ça ne finit plus. Et ça amène une charge de plus aux jeunes qui sont soit intimidés ou qui subissent des violences verbales. Évidemment, ça met en jeu la réussite. Oui. Il y a aussi la motivation des jeunes. Donc, on peut voir, là, il y a comme aussi un lien. Là, il y a plus de problèmes de santé mentale, plus de violence, moins de motivation. C'est plus difficile de se motiver. Et ensuite, l'autre défi que moi, je nommerais, qui concerne aussi notre population adulte, c'est notre taux de littératie dans la région. On a une région où plus de la moitié des adultes, on est à 55,9 ne comprennent pas un texte écrit, pas si compliqué que ça, mais juste un petit peu plus long, ou on peut parler d'un manuel d'instruction d'un photocopieur qu'ils ne comprennent pas. Un courriel ou une note d'un employeur où il y a 2, 3 consignes, les 3 ne sont pas captés. Et aussi, toute ta fragilité envers les fake news. Ça, c'est important, c'est intéressant. C'est très important, ça. Je vous écoutais en pré-entrevue tantôt. Allez-y, c'est votre point de vue là-dessus. Les adultes puis les jeunes qui ont de la difficulté à lire, à un moment donné, arrivent... Surtout en compréhension de texte. C'est ça. Arrivé au niveau 3, là, on commence à tomber plus dans la compréhension. Donc, ces personnes-là vont avoir de la difficulté à discerner ce qui est vrai et ce qui est faux dans l'actualité. Et ça, moi, je crois que c'est un enjeu grave et pour la démocratie. Surtout maintenant. Et pour la participation citoyenne aussi. Donc, moi, je pense que ce sont les principaux enjeux là, actuellement. Nous, on est en planification stratégique. Donc, c'est certain qu'on commence à visiter nos statistiques et tout ça, les données de la région. Mais peut-être que vers la fin de l'année, là, au printemps, je pourrais venir vous confirmer s'il y a d'autres choses qui ressortent. Puis on entend beaucoup parler des écrans. Mais ça, c'est pas juste au niveau de la réussite. Je pense que c'est un problème social. Les écrans à l'école ou à la maison ou les deux? Partout. Vous en entendez beaucoup parler? Bien là, présentement, il y a une commission gouvernementale. Sur les cellulaires, je pense, à l'école? Non, sur les écrans, là, qui se fait là, par le gouvernement provincial. Notre concertation en petite enfance, ici, dans la Naudière, travaille sur c'est quoi le positif de l'écran. Mais tu sais, on sait que avant 4 ans, c'est pas recommandé de mettre un écran dans les mains d'un enfant. Avant 2 ans, là, c'est tolérance zéro. Là. C'est 0, pas de tablette, pas de petit bonhomme, pas de TV, pas de rien. De 2 à 4 ans, il peut y avoir une petite progression. Mais ça reste, quand tu es dans la petite enfance, c'est exceptionnel dans ta journée. Puis quand on parle d'écran, on parle de tous les écrans. Donc, comment gérer ça? C'est un nouveau gros défi, là. C'est un très gros défi. On sait que les enfants apprennent par l'exemple. Donc, comme adulte, on a une responsabilité par rapport à ça, là. Et à ce moment-là, si le temps d'écran peut avoir une influence, ou quelle influence peut avoir un temps d'écran
moyen sur la réussite scolaire? Bien, là, c'est sûr que ça dépend de l'âge. Là, il y a beaucoup de choses. Là. Chez les jeunes enfants, là, ça va même jusqu'à nuire au développement de leur capacité à entrer en relation avec les gens. Leur capacité de développer leur patience. Fait que quand on parle de la gestion des émotions, là, un enfant, il ne sera pas content, c'est sûr, quand il est petit, puis il veut jouer avec toi, puis tu dis « Attends, je dois terminer ça ». C'est sûr qu'il ne sera pas content. C'est sûr que ça se peut qu'il soit un petit peu ennuyant ou que ça dérange le parent, ça lui demande une énergie, mais il va apprendre à être patient, puis il va peut-être même se détourner de l'adulte, puis trouver un petit quelque chose à jouer à côté. Tandis que si on dit « Regarde, prends mon téléphone, puis on lui met un bonhomme, le temps que je finisse ça, il n'apprend pas à attendre, il n'apprend pas à être patient, il n'apprend pas à se gérer. Et puis là, je ne rentrerai pas là-dedans parce que je ne suis pas une spécialiste, mais il y a aussi des liens directement avec le développement du cerveau, là. La vision aussi. Là. Les jeunes enfants qui sont tout le temps sur des tablettes, puis là, on sort de la petite enfance, sont portés souvent à regarder de près. Donc, toute la vision de loin, il y a plein de conséquences, mais je pense que c'est normal. Hein? C'est un phénomène qui est pas si nouveau que ça dans notre évolution. On l'a aimé ça, on l'a joué avec. Là, il faut juste retrouver un équilibre qui va nous permettre de poursuivre notre développement comme adultes puis de poursuivre le développement des jeunes enfants là, de façon... Sans mettre tous les outils innovants de côté. Là. Oui, parce qu'il ne faut pas le diaboliser, là, l'écran. Là. Ça peut être utile. En revanche, la réussite scolaire a beaucoup d'impact. On l'a dit tantôt, redevenir, être un actif. C'est quoi tous les déterminants de la réussite scolaire? Oh, il y en a 18. Il y en a beaucoup, Il y en a 18. Il y a des déterminants qui vont être plus au niveau de l'élève, au niveau de la famille, au niveau de l'école, puis au niveau de la communauté. Au niveau de l'élève? Au niveau de l'élève, bien, il va avoir sa santé mentale, les saines habitudes de vie, l'estime de soi aussi. Il y a la relation maître-élève qui est un déterminant très important. Quand tu as une bonne relation avec ton enseignant, c'est plus favorable à la réussite du jeune. Okay. Donc, au niveau de la société, on parle de conciliation travail-études, donc le pourquoi d'oser jeunes. La valorisation de l'éducation aussi. Quand on parle entre adultes, puis il y a des jeunes pas loin, puis on dit « Ah, ce prof-là, il m'énerve donc », le jeune, il retient ça. Donc, ça n'a pas de bon sens, les écoles. Bien, ça se peut des fois qu'on ne soit pas d'accord avec tout, mais il faut faire attention quand on en jase en adulte. Parce que le lendemain, l'enfant, quand il se retrouve à l'école, bien, lui, ce qu'il retient, les profs, on sait bien, l'école, on sait bien. Tandis que si, quand on parle de l'école, on parle de ce que ça apporte à un individu, qu'on parle de la chance qu'on a au Québec de pouvoir être formé. On a quand même un très bon système d'éducation, là, quand on regarde sur l'ensemble du monde, oui. Toutes les belles choses qui se passent dans les écoles aussi, dont je suis témoin. Oui, l'actualité va nous sortir ce qui est peut-être souvent moins intéressant, mais il y a plein de petits miracles à tous les jours qui se passent dans les écoles. Donc, quand on valorise l'éducation, puis ce que ça apporte à l'individu et à la société, bien, c'est une façon d'aider nos jeunes à l'apprécier d'aller à l'école. C'est vrai, c'est vrai. Si à chaque jour, je vous dis, hey, TVM, c'est une place qui est plate, ça vous tentait peut-être moins de venir faire votre émission un soir, là. Et l'encadrement parental, c'est très important, ça aussi. Évidemment, on en parle souvent. Et ce n'est pas de faire les devoirs à la place de l'enfant, mais s'assurer qu'il y ait les conditions pour idéal pour les faire. C'est de faire aussi des apprentissages avec tes jeunes, mais de façon ludique, en le faisant participer à des activités quotidiennes. Moi, un de mes fils, les portions, c'était difficile à comprendre. On a fait des muffins, on a doublé des recettes, on a triplé des recettes, on a diminué des recettes. Ça a été réglé, les fractions, puis il s'en est même pas aperçu. Avez-vous mangé les muffins? Oui, on a mangé les muffins, on en a donné aussi. C'est un excellent truc, se servir de la cuisine, entre autres, là. C'est de trouver des trucs, c'est de mettre à l'avant l'éducation et les bienfaits de l'éducation. J'aimerais prendre les dernières minutes. Je sais que les journées se terminent demain. Oui. Est-ce qu'il se passe des choses qui pourraient intéresser les
les gens qui nous Ouais. regardent comme activité, ce qui reste? Demain, il y a 3 belles activités dont je vais vous parler. Il y a un colloque à Saint-Ligory sur la santé mentale positive destiné aux enseignants, aux intervenants. Malheureusement, il fallait s'inscrire, c'est complet, mais c'est important. C'est en collaboration avec le CIS de Lanaudière. Il y a aussi le rendez-vous de Laurent Duvernay-Tardif. Les fameux rendez-vous, oui. Oui, ça se passe à Laval cette année. C'est une activité qui est provinciale. Et là, je veux dire aux écoles qui sont inscrites, si vendredi, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous allez toutes recevoir le lien pour le regarder en virtuel. Donc, parce qu'il y a des gens sur filmé, place, puis il y a déjà, enregistré. oui, c'est déjà prévu OK. comme ça. Il y a vu que c'est québécois. Donc, C'est une séance hybride oui, et donc c'est enregistrée. ça. OK, je Fait que, comprends. Donc, si la neige cause des dégâts, mais on pourra en C'est recevoir en le cause lien. aujourd'hui, mais Oui, demain, c'est on ne ça. sait pas. Demain, ouais. on ne le sait pas. Et aussi, à Terrebonne, un match des Cobras qui va avoir lieu au complexe sportif. Puis, je veux Les Cobras, là, souligner... oui, Ouais. soulignez ça, oui. Je veux vraiment souligner la participation des Cobras aux Journées de la persévérance scolaire. Chaque année. Ça fait plusieurs années qu'ils le font. Les matchs, c'est comme la pointe de l'iceberg parce que pendant plusieurs mois cette année, ils sont allés rencontrer les jeunes dans les écoles. Ils leur ont parlé de persévérance parce que eux, pour jouer au hockey, ils doivent réussir leurs études. Donc, de concilier tout ça. Et ils distribuaient des billets à ce moment-là. Puis les matchs vont regrouper les gens là, qui ont reçu les billets. Là, mais c'est ouvert à tous. Là. Vous pouvez aller encourager nos Cobras. Et je sais qu'ils font ça chaque année. C'est important pour eux. J'ai déjà reçu l'entraîneur des Cobras qui en parlait. C'est une belle participation. Maintenant, ce qui s'en vient l'année prochaine, 21e année, Creval, les 17e année, journée? Bien, là, on est dans le grand mystère parce qu'on est en train de faire notre exercice de planification stratégique. OK. On est en train de tout rebrasser ça. On veut aller là, au mois de mars et avril à la rencontre de nos partenaires pour voir comment mieux travailler avec eux. Y a-t-il des rôles qui aimeraient qu'on laisse tomber ou qu'on adopte de nouveaux rôles? Quels sont les enjeux prioritaires selon eux? Vous savez, le Creval, c'est l'outil de la région. Oui. Fait que nous, on va chercher le pouls de la région pour organiser nos 5 prochaines années. Donc, encore très actif. Très active. Active, Je oui. vous remercie beaucoup pour ce que vous faites pour les jeunes. Merci à vous. Quant à nous, c'est terminé. J'espère que vous avez été prudents. Je vous souhaite d'être encore prudents avec ce qui nous tombe dessus. Alors, nous, on se voit la semaine prochaine. Je remercie les gens en studio, les caméramans, en régie. À la semaine prochaine.